Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, plusieurs sujets. Comme d'habitude, je les ai pas lus. Vincent, il est prêt, je vais scraper son show. Fait que toute la recherche qu'il a faite avant, ça va déraper pour une niaiserie que je vais dire. Ben, c'est un Q&A aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que ça paraît vraiment que t'as pas lu le PC. Comme d'habitude. Un Q&A, des bonnes questions. C'est honnête. Donc, les Patreons, vous posez vos questions. Vincent, il répond en 5 minutes, finalement à 20. Puis on en fait dans d'autres podcasts futurs, puis tout ça. Puis on finit ça avec 3 questions répondues. Mais c'est super intéressant pareil. Mais juste dire que je me suis senti mal tout à l'heure, mais ça m'a amené à réfléchir parce que... J'ai-tu vu une tasse de Hayek, moi, là? Ben oui, c'est ma tasse préférée. Ah. Ouais, vraiment cool. Normalement, elle est au bureau, mais là, je l'ai ramené du bureau. Nice. Ça, une tasse de même d'une université québécoise, le prof peut, sa journée peut un peu mal finir. Je suis pas inquiet, il n'y a personne qui saurait c'est quoi. Ouais. Même dans les départements d'économie. Ouais, c'est ça. Oui, pour vrai, c'est pas un nom, c'est pas un household name dans les départements d'économie. Peut-être la moitié des économistes savent c'est qui. Dis-moi pas ça, man. Là, tu vas me casser. Là. C'est pas. Non, ça marche pas. Là. Mais c'est sûr que dans les départements d'économie au Québec, tu vas avoir du monde qui parle de décroissance. Mais c'est pas juste au Québec, hein, c'est en général. Puis c'est un peu normal en même temps. Généralement, les économistes, on oublie c'est qui ceux qui ont donné les idées qu'on enseigne maintenant. Mais généralement, en fait, tu ouvres un manuel de micro, tu vas avoir du Hayek qui se cache dedans, tu vas avoir du Mises qui se cache dedans. Tu vas avoir... On n'est pas fort sur la filiation des idées, sauf sur quelques concepts qu'on nomme directement après les personnes. Mais des fois, on oublie même c'est qui la personne initiale qui en a parlé. Ouais, non, je comprends, mais maintenant, il y a quand même une question de culture. De culture. Non, mais tu sais, c'est la culture minimale. Là, que tu ne saches pas c'est qui Kondratiev, c'est une affaire, là, mais Hayek, me semble, Chris, je sais pas, c'est comme la base. Excusez. D'ailleurs, c'était ça ma réflexion, c'était que là, je pense qu'il va falloir faire attention à notre langage parce qu'il y a Simon qui écrit dans le truc Q&A sur... il m'écrit en privé aussi. Il disait que... sa fille, dans le fond, des fois, a de la misère à dormir le soir. Une fille de 10 ans. Puis. Rochelot? Non, pas Simon Rochelot, non. Ah. Ça serait drôle que je vienne de call, tu sais, d'annoncer à tout le monde que Simon a une fille de 10 ans. Là, j'étais là. Ça fait 20 ans que je connais Rochelot. Je suis comme. Non, un autre Simon dont je ne vois pas le nom de famille. Tu n'es pas en train de dire qu'il y a des gens qui utilisent nos podcasts du Trio économique comme Pierre Desrochers pour faire de l'ASMR? Là? Ben, c'était ce qu'il voulait faire à la base. Parce qu'il s'est dit, tu sais, les 3 gars qui parlent, ça va l'endormir, tu sais, fait qu'il a mis ça. Puis finalement, genre, elle est rendue auditrice du podcast à l'âge de 10 ans. Il m'a écrit, il me dit, elle a demandé si elle pouvait télécharger des épisodes parce qu'ils ont de la route à faire, puis elle voulait les écouter. Fait que là, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on commence à surveiller notre langage. Attends un peu, là, notre plus jeune auditrice régulière et fidèle a 10 ans. À 10 ans. OK. Il y a du potentiel. Mais là, ça me fait allumer. Frank, quand tu publies les épisodes sur YouTube, tu mettras #ASMR. C'est comme un hashtag full populaire. Juste au cas où qu'on ait plus de clics avec ça. Ah, c'est ça. Finalement, on apprend que la moitié des vues, c'est juste du monde qui essaie de dormir le soir. Je ne sais pas si c'est flatteur, mais en tout cas. Nous autres, on pense qu'on est en train d'éduquer la population du Québec. Le monde s'en là. Bon, on va s'endormir à soir. J'ai le zoo, il est où, là? Écoute, ben, en plus, elle a une question. Hein. OK. La jeune fille, ça va être plus pour Vincent. Je pense que tu vas sûrement avoir ça en tête. Là. Donc, Simon dit, sa question est la suivante. Quelle a été la pire année économique pour le Québec? Une fille de 10 ans qui pose ça comme question. Tabarouette, OK. Je suis impressionné, là. Bonne question. Ben, c'est dur d'en choisir une. J'imagine qu'on n'est pas trop à l'écart du reste du monde. Là. Mettons que tu prends 1929, ça ne pas être une super bonne année non plus pour le Oui, mais je présume qu'elle demande spécifique au Québec. Mais mettons, OK, je peux dire les années qu'on pense qui sont des catastrophes au Québec que moi, je ne choisirais pas. Genre 1760, je pense pas que c'est une catastrophe. Fait que la conquête, non, pas une catastrophe. 1945,
Je dois pas avoir des caribous. J'ai des articles sur la conquête, j'en ai plusieurs qui s'en viennent en plus. Il est comme, ouais, quand on a perdu ses plaies, c'est une bonne journée dans le fond. Là, en fait, je crois sincèrement qu'on n'a pas été conquis par les Anglais, on a été libérés des Français. Il y a le droit d'être souverainiste, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je suis souverainiste quand même. Là, je veux dire, c'est juste que je suis souverainiste dans la tradition britannique de la chose. Je veux dire, je veux un Québec souverain avec le roi Charles, toujours comme notre roi. Mais fait que 1760, ça ne serait pas cette année-là. Je ne mettrais pas 1944, comme beaucoup de gens disent quand Duplessis revient au pouvoir. Tu mettrais-tu 1960 comme tout le monde pense que c'est la meilleure année que le Québec a connue? Ouais, ben, moi, je refuserais de la caler la meilleure année, mais je ne l'appellerais pas la pire. OK. Fait que le début de la Révolution tranquille, ça ne serait pas la meilleure année. Certains anglophones vont dire que la pire, c'est 1976, l'élection du PQ. Je ne serais pas d'accord avec ça non plus. Je te dirais que même si ce n'est pas exclusif au Québec, je dirais 1929. La Grande Dépression, vraiment, c'est dur à battre. C'est de toutes les années. Puis en deuxième place, je mettrais 1867. Je pense que la Confédération n'a pas été un bon deal pour le Canada. Je pense que ça... parce que l'origine du bargain constitutionnel, c'était que parce que les Anglais voulaient imposer l'éducation obligatoire, mais aussi ça voulait dire protestante. C'était une manière d'assimiler les Canadiens français. Pour éviter ça, il y a le bargain politique, fondamentalement, ça résume à ça. C'était un échange entre les Québécois qui étaient généralement pro-libre-échange, qui ont sacrifié le libre-échange pour que l'éducation soit déléguée aux provinces. Donc, il n'y aurait pas de tentative d'assimilation, mais qu'on donnait aux Ontariens le protectionnisme. C'était je pense, c'était un Faustian bargain, là, comme l'histoire de Faust, là, où est-ce que tu fais un pacte avec le diable, puis tu lui donnes, il active le golem, puis t'es gagnant pour un moment, mais tu as vendu ton âme. Je pense que la Confédération, c'est ça. Le Québec aurait probablement mieux fait de soit rester avec l'Ontario dans le Canada uni ou juste être un Dominion indépendant ou un pays indépendant éventuellement. Je pense que ça aurait été mieux. Puis en troisième place, je mettrais, puis c'est super lié à ça, c'est 1957, l'introduction de la péréquation en termes des effets sur les incitations. Tout ce que ça a fait, c'est qu'au lieu que... La mentalité de loser est apparue là. Je sais pas si je dirais ça de même, t'es raide, là, mais l'idée, c'est que quelqu'un d'autre paye. C'est quelqu'un d'autre qui paye pour nos politiques publiques. C'est ça, mentalité de loser, c'est ça. Ah ouais, mais je veux dire, ça fait partie de la mythologie. D'ailleurs, j'ai un article qui a eu une grosse décision en fin de semaine. Là. On a eu un revise and resubmit dessus. On montre que la Révolution tranquille n'a eu aucun effet sur aucun des indicateurs de développement économique, sauf la taille de l'État. Puis l'effet de la Révolution tranquille sur la taille de l'État, c'est la même proportion que l'augmentation des transferts fédéraux. Fait que l'entièreté de la Révolution tranquille, à toute fin pratique, est financée par le fédéral. Exactement. L'entièreté de l'extra, parce que toutes les provinces avaient plus de gouvernement à partir de 1960, mais le Québec avait un petit peu plus que les autres. Fait que nous autres, on a comme décidé que tout le monde fait un État-providence, nous, on va en faire un plus gros, mais la portion plus grosse que les autres, ça a été financé par les autres. Hey, mais j'aurais trouvé que c'était un bon choix aussi. Oui, mais ça fit. Même chose avec 1929. C'est pas exclusif au Québec. Fait que mais disons qu'ici, il y avait comment je pourrais dire ça? Ici, il y avait un extra là, sur la sauce. Là. OK, 1929. Fermeture des chantiers de construction. Puis, 1929, ex-écho avec 2020. Deux grosses contractions économiques vraiment coûteuses. Un Jean-François Lisée qui tripe sur le mal hollandais te dirait des années comme 2013-2014 où est-ce que le taux de change était à 1,05$, 1,10$ dans ces Jean-François Lisée, c'est pas de quoi il parle. I know that. Je te donne juste l'occasion de le dire. Je l'ai dit. Oui, mais explique pour la petite fille de 10 ans. Voyons. Okay. L'idée du mal hollandais, c'est né de... que apparemment, dans les Pays-Bas, dans les années 60 ou 70, j'oublie les détails spécifiques, mais il y a eu un boom pétrolier, il y a eu des découvertes, et l'effet que ça a eu, c'est qu'à cause que il y a eu... Tu te donnes accès à une demande plus forte pour tes produits, il y a une appréciation du taux de change. Ça a aidé le secteur pétrolier, mais les secteurs manufacturiers de la fabrication, ça leur a nui. Par contre, quand on regarde en détail cette histoire-là, ça ne tient pas vraiment la route.
Généralement, ce qu'on appelle le mal hollandais, ou en anglais resource curse, ou Dutch disease, il y a plusieurs noms différents. Pour que ça existe, il faut que tu aies des mauvaises institutions. Donc, imagine que tu as un dictateur, puis là, il y a une découverte de pétrole dans le pays du dictateur. Le dictateur devient beaucoup plus riche, a beaucoup plus de pouvoir, donc il ne sent pas le besoin de faire des réformes, il ne sent pas le besoin d'ouvrir, il ne sent pas le besoin de démocratiser. En fait, il peut affirmer son régime plus férocement. Donc, même, tu as des pertes de la découverte de nouvelles ressources parce que tu as permis au dictateur de se renforcer. Ça ne qualifie pas le Québec, là, je veux dire. Tu as peut-être les conspis qui croient que François Legault, c'est un dictateur, là, puis ils sont dans leur monde. Là, c'est comme des Yann Rochdy qui sont dans leur univers parallèle. Faut être généreux. On est dans la partie live et gratuite. C'est Yann Rochdy. Là. Non, tu peux pas être généreux avec lui, tu as raison. Non, je peux pas. Ben, il me doit 500$, je peux pas vraiment être plus généreux. Ça. Mais il faudrait qu'il soit généreux avec toi. Mais on est dans une position qu'on dit à cette époque-là, 2013-2014, le dollar canadien est élevé parce que le prix du baril de pétrole est élevé, parce que l'Ouest se remplit les poches. Le Québec, il y a une économie de manufacturiers exportateurs. De par le fait qu'on a un haut taux de change, on a de la misère à exporter, donc ça nous nuit. C'est un peu le thinking derrière tout ça. Fait que toi, tu dis que c'est quand même disqualifié d'office. Parce que quand tu regardes ces années-là, la productivité manufacturière a continué d'augmenter. Donc, avec raison, parce que tu peux importer de la machinerie. Moi j'avais parlé à des entrepreneurs dans ces années-là, puis qui me disaient, écoute, on a des liquidités, justement parce qu'on fait de la bonne business depuis un bout de temps. Puis oui, c'est vrai, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher des contrats aux États-Unis présentement. Mais les liquidités qu'on a, puis le fait qu'on a une bonne gestion de la dette, ça me permet d'acheter de la machinerie en Allemagne qui est tout simplement hyper performante. Yep. Puis j'avais pas cette opportunité-là avant. T'sais, on regardait les machines allemandes qu'on voulait amener dans nos usines, puis ça nous tentait pas vraiment. Tu regardais le prix, c'était dur. Juste ça, les consommateurs aussi. Là, personne ne parle jamais des consommateurs dans rien. Là. C'est toujours, c'est pas bon pour les entreprises. Oui, ben il y a ça. Là, parce que nous autres, on consomme des produits importés. Là. Ben oui, exact. Puis, non seulement ça, mais oui, les taux de change peuvent avoir un effet ambigu sur les firmes qui sont exportatrices parce que tu réduis le coût de leurs intrants à un certain degré. Mais il y a aussi le fait que, puis ça, c'est vraiment important de souligner, quand nous, on importe, là, ça, les gens, il faut vraiment expliquer ça. Quand on importe, on est en train de vendre des dollars canadiens. Les gens font quelque chose avec des dollars canadiens. Ça devient des investissements. Ça veut dire que des Américains peuvent acheter des securities au Canada, peuvent acheter des titres obligataires. Puis ça devient des investissements dans les firmes canadiennes. Donc, ça rend les firmes canadiennes plus productives. Ça veut dire que les Canadiens ont des salaires plus élevés. Donc, exporter ou importer, c'est pas bon ou mauvais en soi. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'implication de long terme sur le bien-être des gens que tu importes ou tu exportes. Il n'y a vraiment aucune implication. C'est juste comment tu t'enrichis dans ce cas-ci. Dans un cas, c'est que c'est soit que tu es tellement riche que tu exportes vers l'étranger pour acheter des monnaies étrangères puis prendre de la richesse, acquérir des actifs dans des entreprises étrangères, ou c'est l'inverse. Mais dans les deux cas, c'est soit que toi, comme Canadien, tu deviens plus riche parce que tu as plus d'actions, donc tu as plus de choses dans ton compte de banque, tu as plus d'épargne, la valeur de ton épargne vaut plus, ou c'est des étrangers qui viennent produire générer du capital ici pour que toi, ta firme soit plus productive, donc il y ait des salaires plus élevés. Au final, tu arrives que d'une manière ou d'une autre, tu es plus riche. Hey, c'est tellement des meilleures explications que juste dire que Jean-François Lisée ne sait pas de quoi il parle. Caroline, as-tu vu quand tu fais un effort? Ce que Vincent vient de dire là, c'est que là, on n'en parle plus bien de ça, là, mais rappelez-vous, il y a 4-5 ans, là tu avais Legault, puis le PQ était là-dessus aussi, là, la balance commerciale. Hey, ça avait donc pas de bon sens qu'on importe plus qu'on exporte. Puis là, ça a comme disparu du discours. Là, genre, j'ai pas entendu parler de ça. Avec un dollar à 63 cents qu'on a fait pendant la pandémie ou un peu avant dans ces coins-là, je veux dire, ça l'a aidé beaucoup nos exportateurs, là, on va se le dire. Là. Fait que le problème de balance commerciale, c'est comme ça un peu qui se règle, c'est qu'à un moment donné, ta devise fluctue tellement à la baisse que les étrangers se disent finalement, acheter des produits québécois ou acheter un condo dans le Vieux-Québec, ça peut être le fun pour un Américain rendu là. Yep. Ça n'a pas de bon sens, je te dis. Mais je ne sais pas quoi rajouter à ça. L'affaire de la balance commerciale, on vient de l'expliquer. C'est un truc de mercantiliste, puis ça fait 1000 fois que ça a été déprouvé, 1000 fois, 1 million de fois que ça a été invalidé. À un moment donné, il faudrait que les gens... Mais c'est-tu juste de l'ignorance ou c'est de la mauvaise? C'est tout non, moi je pense que c'est de la mauvaise foi. À un moment donné, c'est de la mauvaise foi, parce que je veux dire que... Ils se sont fait dire plusieurs fois
Puis ils trouvent une manière de rationaliser ça délibérément. C'est comme le contrôle des loyers. Là. Je vous en ai envoyé encore une hier dans une conversation de groupe. Là. Je lisais une étude là-dessus sur les rent control en Suède, puis ils se sont rendus compte que c'est une catastrophe. Là. Puis à chaque place qu'ils l'essayent, c'est une catastrophe. Ils sont en train de faire ça à Paris aussi. Toutes les mêmes affaires qu'on jase. Ah, mais ça, c'est correct pour Paris. Je déteste tellement Paris que si ça pouvait, parce que la quote de l'économiste à Sir Lindbeck, c'est à l'exception d'un bombardement et peut-être même à égalité, la meilleure manière de détruire une ville, c'est le contrôle des loyers. Bon, probablement pas à égalité, mais effectivement, c'est une bonne quote. C'est une bonne quote. Fait que si, mettons, si on pouvait faire en sorte que Paris devienne encore plus atroce qu'elle l'est, on pourrait libérer les Parisiens de Paris. Ah, c'est épouvantable. Je déteste Paris comme ville. Mais ils continuent tout le temps. C'est les mêmes politiques qui ne marchent pas. C'est over and over. Puis là, Mané, tu te dis, mais Mané, ils vont comprendre? Non. Moi, j'avais cru comprendre que ces gens-là suivaient la science, mais ça a l'air que la science économique est exclue de ce que c'est que la science. Prochaine question. Pas pire, hein? Antoine qui demande, j'aimerais que Vincent nous parle un peu plus de l'indice de liberté économique. Vous en avez parlé, mais quels sont les déterminants pour être plus élevé ou plus bas? Peut-il donner un exemple d'un pays qui a monté ou chuté dans le classement en ayant fait X ou Y politique, loi? Ben, pendant que j'explique c'est quoi, je vais chercher un article en particulier que je sais qui donne une liste de grosses réformes. Mais l'indice de liberté économique, en gros, a 5 composantes. Les 5 composantes, c'est la monnaie. Donc, tu veux savoir si le gouvernement a des politiques monétaires. Ça, c'est l'Institut Fraser qui fait cet indice-là, hein? Ben, il y en a 2. Il y a celui du Heritage, mais j'aime vraiment pas celui du Heritage parce qu'il y a une dose d'arbitraire dedans. C'est pas. Eux font un jugement, donc ils attribuent une note et il y a un élément de. Si tu changes les juges, tu changes l'indice. Ouais. Fait que ça, c'est pas des méthodes très, très sharp. Les différences ne sont pas super dramatiques parce qu'ils doivent utiliser. C'est un mélange d'arbitraire et de données. Tandis que Fraser, c'est 100% données. Fait que, si tu changes l'auteur du rapport, tu ne changes pas les données. Ça ne changera pas. Mais 5 composantes, la monnaie. Donc, tu veux savoir la quantité de monnaie en circulation si le gouvernement fait de l'expansion monétaire, ce qui cause de l'inflation. Donc, ça, c'est considéré comme une mesure de la liberté économique parce que c'est à quel point l'État vole les gens via l'inflation, parce que l'inflation, c'est une forme de taxe. 2, tu as la réglementation. Donc, tu veux savoir est-ce que tu as le droit de partir une entreprise facilement? Est-ce que tu es réglementé dans les salaires que tu peux offrir? Est-ce que c'est facile pour toi d'embaucher ou de licencier des gens? Donc, ça, c'est la partie réglementation. Après, tu as la partie libre-échange. Donc, est-ce que tu es ouvert vers le monde? Puis ça, c'est généralement des quotas, des tarifs, des subventions à l'exportation. C'est difficile à mesurer, mais on utilise, je pense, généralement, j'oublie c'est lequel qu'ils utilisent, mais tu utilises la moyenne pondérée des tarifs. Puis une manière de convertir les quotas, je pense aussi. Un genre de tarif qu'on connaît bien, c'est 300% sur les produits laitiers, par exemple. Oui, ben, c'est pour ça que, par exemple, le Canada, dans le libre-échange, ne performe pas aussi bien que tu voudrais, même s'il est très libre-échange dans plein d'affaires. Les quelques domaines dans lesquels il n'est pas libre-échange, il n'est vraiment pas libre-échange. Donc, il y a ça. Après ça, il y a la taille de l'État. Fait que tu veux savoir est-ce que l'État est gros, est-ce qu'il dépense beaucoup, est-ce qu'il dépense peu. Et le dernier, c'est le plus important de la gang, c'est les droits de propriété. C'est est-ce que l'État reconnaît tes droits de propriété? Est-ce qu'il y a un système de justice indépendant? Est-ce qu'il y a un système d'arbitration des différends qui est neutre pour faire la médiation entre les gens? Puis ça, c'est les 5 composantes. Tu peux les sous-casser chacune entre sous-composantes, là, mais en gros, c'est les 5 grandes familles. Puis après ça, quand on les combine, il y a une manière de les combiner, c'est que tu peux les créer sous forme d'index où tu prends la différence entre le minimum et le maximum, puis tu vois où est-ce qu'une personne se situe entre les deux. Puis là, tu fais ça comme entre 0 ou 1. Fait que si je suis 1, je suis au maximum. Si je suis 0, je suis au minimum. Puis là, tu te dis, ben ça, c'est l'espace de liberté économique. Où est-ce que tu es dans l'espace des libertés économiques? Puis après ça, on fait la somme de toutes les composantes. C'est intéressant comme indice parce que ça t'enlève un peu
c'est pas binaire. Là. C'est pas genre on est dans une place libre ou on est dans une dictature. T'sais. Souvent, les gens, ils font comme des... Tu sais, des fois, je me rends compte, je regarde des commentaires que des gens laissent, c'est tellement des switches on-off dans leur tête. Là. Ah ouais. Tu dis quelque chose, ils sont comme, ben là, penses-tu qu'en Russie, tu aurais le droit de dire ça? Ou... Là, t'es comme, ouais, mais c'est pas la démocratie, la liberté, tout ça, c'est pas genre on-off, c'est pas genre on te met en prison où tu es totalement libre. Il y a un scale, il y a un espace de liberté. Tu peux l'être un peu ce qu'on avait dit une année là, quand on avait parlé de la Russie et de l'Ukraine sur l'échelle justement de la démocratie. Puis là, tu sais, Mané, tu as la démocratie. Puis avant d'arriver à la dictature, ben, tu as d'autres types de régimes où là, il y a moins de liberté, où les institutions sont corrompues. Puis, tu sais, c'est pas genre démocratie où le despote comme en Corée du Nord. Là. Entre les deux, tu as différents types de différents degrés. Je trouve ça intéressant comme indice parce que justement, ça nous sort un peu de vision un peu binaire. C'est soit le communisme ou les États-Unis libertariens. Deux affaires qui n'existent pas. Là, écoute, maintenant pour les oui, puis je comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui stickent sur cette idée-là de on and off. Puis je pense que c'est parce que les gens sont pas capables d'imaginer que tu peux changer les choses à la marge un petit peu. Tu peux être un régime un petit peu plus libéral sans être libéral. Fait que l'URSS, par exemple, quand ils ont permis aux certains agriculteurs d'avoir leur ferme, ben, est-ce que ça a fait que c'était rendu du capitalisme ou du libéralisme? Non. Ben, c'était hardcore communiste, oui. Là. Mais t'es plus exactement. Ben, mais c'était un imbécile. Pour vrai, je pense que. Faudrait qu'on arrête. Si tu dis que t'es communiste aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est comme si tu me disais que t'étais nazi. T'es vraiment un imbécile. T'es vraiment. Tu devrais même pas être accepté en société polie. À un moment donné, la stigmatisation. Socialiste, je suis prêt à passer. Là. Social-démocrate, absolument correct. Mais. N'importe quoi, là, dès que tu dis que tu es communiste, puis tu es fier de ça, puis il y en a là, qui le font. Il y en a qui disent que le Holodomor, ça ne s'est jamais passé. Le texte qu'on a lu l'autre fois là, de Jacques Langto qui est à Cuba et qui nous dit que c'est donc une place extraordinaire. Bon, le câble est illégal puis il faut qu'il se cache pour écouter la TV, mais c'est vraiment une place vraiment cool. Là. C'est ça qui nous... Ça prend bien juste pareil un gars qui a du cash d'un pays communiste. T'sais, ça prend juste quelqu'un qui a fait fortune, entre guillemets, dans un pays capitaliste pour aller d'un pays communiste et dire hey, c'est le fun la vie là-bas. Ouais, c'est parce que tu arrives avec ton bagage d'un pays développé. Là. Si tu étais né là, tu ne dirais pas ça. Là. Non, puis écoute, Jacques Langto. Écoute, t'es un ancien terroriste. C'est ça. Ces gens-là existent. Je t'ai envoyé un lien, puis juste, on peut le mettre à l'écran pour Antoine. Si tu vas à la page 5, le tableau 1, là, c'est comme ça, c'est toute la liste des pays qui ont eu des gros changements de liberté économique depuis les années 70. Donc, des gros jumps. C'est pas juste qu'ils ont fait une petite réforme à la marge, des gros changements. Puis là-dedans, bon, tu as des pays en voie de développement qui l'ont fait. Ouais. Mais tu as des pays aussi, très standards aussi qui l'ont fait, genre Israël, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Estonie. Quand même, le Mexique, bon, je ne sais pas si tu le Mexique dans tout ça, là, mais quand même, l'Iran, le Chili, la Pologne, le Portugal. Oui, puis si tu regardes, là, en gros, ce qu'ils ont fait, là, si tu vas juste une page plus loin et tu regardes le drapeau 1, le figure 1, le graphique 1, tu vois que là, ce qu'ils ont fait, là, c'est que, juste pour le lire pour les gens, imaginez un graphique où est-ce qu'il y a une ligne verticale à 0, puis dans le négatif, c'est les années avant, un gros changement en liberté économique, puis les années après, c'est qu'est-ce qui se passe après que tu aies libéralisé rapidement. Puis l'axe des Y, celui qui monte vers le haut dans le graphique, c'est le revenu par personne de la population. C'est une explosion totale. C'est ça. Fait qu'avant, mettons, tu as peut-être un taux de croissance de 1% par année. Puis quand tu sautes, tu as les gros jumps. En moyenne, pour tous les gros changements qui ont été observés que je mentionnais plus haut, en moyenne, le taux de croissance a doublé. Ce qui est fou, c'est qu'en économie, la recette est connue. Tu veux avoir du succès, tu veux augmenter la richesse de ta nation. À la limite, tu vas avoir plus de dollars de taxes qui rentrent, parce que plus que tu es riche, plus que tu es capable de taxer.
la solution, c'est d'augmenter la liberté économique. Le livre de recettes est connu de tous, mais utilisé avec une très grande parcimonie. Ouais, mais il y a une raison pour ça. C'est parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de richesses que tu peux créer que le politicien ne peut pas s'approprier. La grande question, c'est est-ce que le politicien. Parce que c'est ça qui fait que. Puis on va arrêter les visions idéalistes du politicien qui a libéralisé parce qu'il voulait que ça soit fait. La plupart des libéralisations se sont faites dans des bargains. C'est des contraintes. Ouais. Pour des contraintes. L'émergence du Parlement en Grande-Bretagne, l'émergence de la démocratie libérale, ce que c'est des ententes entre des barons ou des seigneurs et la monarchie pour partager le pouvoir. Et l'idée, c'était que on va casser le pouvoir un peu progressivement pour que moi, j'aille ma rente, mais que l'autre qui est en place déjà la perde pas exactement non plus. Puis c'est dans ces conflits-là que la liberté, c'est comme un peu développée parce que tu as créé un espace où est-ce que les deux étaient tellement incapables de s'attaquer l'un l'autre que là, entre les deux, tu pouvais avoir des espaces pour les gens d'être libres, puis de grandir dans cet espace-là, puis de créer de la richesse. Mais ça nécessite que le politicien ne peut pas saisir quelque chose. S'il peut saisir la richesse, puis il peut la saisir au complet, ben, il va le faire. La question, c'est est-ce que s'il essaie de la saisir, ça réduit tellement la croissance que là, il ne le fait pas? Mais si ce qui se passe, c'est que c'est de la richesse qu'il ne peut pas saisir, ben là, pourquoi il serait incité à le faire? Parce que s'il gagne quelque chose à le faire, il va peut-être libéraliser un peu, il va peut-être essayer de le faire, il va peut-être essayer de créer cet espace de liberté, mais s'il ne gagne rien de ça lui-même, il ne le fera pas. C'est pour ça que je dis que les règles du jeu sont importantes. Les incitations pour les politiciens sont vraiment un big deal. Les politiciens, excusez-moi de te couper, mais les politiciens, mais aussi tous les groupes, les corps organisés qui gravitent autour de l'État. Yann en a parlé un peu ce matin dans un live qu'il faisait, mais c'est une anecdote, mais la réaction du monde du livre à l'affaire de Ginette Renault qui publie son autobiographie de manière indépendante puis qui fait affaire juste avec Internet puis des pharmacies. La réaction, je veux dire, c'est une réaction du gars qui est le président des libraires indépendants ou je ne sais pas quoi. Là. Sa réaction, c'est exactement pour ça que du libre marché, il n'y en a pas tant que ça. C'est que lui, il y a un segment de marché à protéger, il y a une petite coterie, puis la liberté, elle vient démanteler la coterie. C'est un racket. Écoute, quand tu lis leur argumentation, tu as l'impression, tu es capable de t'imaginer le mafioso italien. Tu dis, hey, salut, c'est Luigi. Est-ce que tu as payé ta. Normalement, c'est Vincent qui a le droit de faire ça lui. À cause de ses racines. Ton imitation est tellement pas bonne. Laisse à Frank les imitations, s'il te plaît. Hey, c'est Luigi. Écoute là. As-tu payé ta prime de protection? Pour te laisser parler, je vais couper mon son. Fais-le donc, toi, c'était si bon. Oh my God. C'est exactement ce que je veux dire. Ouais. Paye ta prime de protection. Ouais, mais pourquoi je paierais ça? J'ai pas besoin de protection. Oui, tu as besoin de protection. Tu pourrais passer au feu la semaine prochaine. Mais non, j'ai des assurances pour ça. Ouais. Je paierais ma prime de protection à ta place. Ça serait triste qu'il t'arrive quelque chose. Hein? Ouais, ça serait très triste. Ouais, mais généralement, en fait, il y a une analogie qu'on utilise en économie, c'est le bandit stationnaire puis le bandit itinérant. Le bandit itinérant, c'est quelqu'un qui vient juste te voler, puis aléatoirement, il peut arriver chez vous. Mais dans ce cas-là, si tu sais que chaque année, disons, il y a un 20-30% de chance que tu te fasses voler, est-ce que tu fais des investissements qui sont de long terme, qui n'ont pas le temps de fructifier? Non, effectivement, tu ne le fais pas. Le bandit stationnaire, c'est l'État qui dit, écoute, regarde, je vais te prendre 5% de manière steady chaque année. Donc, je réduis ton rendement sur tout à la marge de 5%. Mais je te protège contre le bandit itinérant. Dans ce cas-là, l'idée, c'est que tu es incité à faire du marketing. L'État, c'est à l'origine, il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer, c'est la naissance d'un. C'est pour ça que je dis qu'il est inévitable. Pas nécessairement nécessaire, mais il est inévitable parce que tu as toujours une tendance vers ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir s'enrichir de manière violente,
Donc, si tu en as un qui te propose de minimiser la violence, c'est tout à fait rationnel de l'accepter comme ton dirigeant. Mais le problème de ça, c'est que s'il n'y a plus de bandits itinérants, l'État n'a plus de justification. Donc, l'État ne peut pas trop bien faire sa job, d'une part. Mais d'autre part aussi, c'est qu'une fois que si tu deviens le bandit, puis c'est parce qu'il y a aussi un effet pervers, c'est que si tu es un super bon bandit stationnaire puis que tu protèges les gens, tu crées davantage de richesses pour d'autres personnes d'attaquer. Parce que tu deviens une société plus riche. Donc, il y a une sorte de paradoxe qui existe. C'est pour ça que c'est difficile de faire des réformes, c'est pour ça que c'est difficile de faire des gros changements. Souvent, en fait, les changements surviennent quand il y a des chocs exogènes. Pas tout le temps. Des fois, ça peut être par pédagogie pendant un long moment. Mais c'est généralement un gros choc, pareil. Mais généralement, je sais pas si je dirais généralement, mais souvent. OK? Je ne veux pas dire, tu sais, c'est plus ou moins que 50% du temps, mais disons très souvent, fait que je suis prêt à dire genre entre 40 et 60% du temps, ça va être qu'il y a un gros choc exogène qui s'est passé ou une situation qui est peut-être endogène à ce qu'on faisait, mais qui n'a pas de solution. Donc, tu es comme une sorte de... Tu es acculé au pied du mur. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est les contraintes. Tu es obligé de faire ça. C'est toujours ça. Un exemple de ça, c'est le gouvernement fédéral. Il ne se limite pas par lui-même à rationaliser ses dépenses. Là, je voyais, il y a un budget fédéral qui va sortir dans pas long. Puis je lisais un article là-dessus, puis de ce que je comprends, là, il y a une grosse pression pour qu'il équilibre le budget pour une première fois depuis 2015. Puis on parle d'augmentation de revenus terrifiante. Écoute, on parle de toutes sortes de choses, là, mais notamment une, c'est que là, présentement, c'est 53 quelques % le taux marginal au Québec. Ben, on ferait passer ce taux-là à 56 % avec le prochain budget fédéral, probablement. Là. Mais bref, tout ça pour dire que pourquoi ils font ça? Ben, c'est à cause de la hausse des taux. S'il n'y avait pas de hausse des taux, ils continueraient le niaiserie. C'est juste que là, l'intérêt de la dette le coûte plus cher. Fait qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de balancer ça. Fait que c'est tout le temps une question de contrainte. Il y a une manière super simple de sortir d'un déficit. Tu gardes les dépenses constantes, tu les augmentes pas, tu les gardes constantes per capita, puis tu libéralises l'économie pour que l'économie croisse vraiment plus vite. Tu n'as pas besoin de changer les taux de taxation. Le problème, c'est que les politiciens aiment donner des statuts privilégiés à certaines industries parce qu'après, les travailleurs dans ces industries-là sont contents. Les propriétaires de ces industries-là ne vont pas se plaindre dans les médias. Tu n'es pas en train de perdre l'attention médiatique. Fait que, présentement, c'est triste, mais je pense que il n'y a pas tant de coûts que ça pour un politicien d'augmenter les taxes largement parce que je pense que le discours de l'IRIS, malheureusement, prédomine. Mais attends un peu, ils ne montreront pas les taxes sur la masse, inquiète-toi pas. Là. Ils vont augmenter les taxes juste sur 1 à 2 % de la population. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est la politique de l'envie. Écoute, je regardais toutes les propositions qui étaient faites. C'est sûr que quand tu travailles dans le conseil financier, ça veut plus te dire de quoi, mais je me mettais dans la peau de quelqu'un que ça veut rien dire, ces propositions-là. Tu sais, quelqu'un de normal qui gagne 60 000 par année, qui ne fait pas ces choses-là, des gains de capitaux, par exemple, peu importe. Là. La plupart des gens ont des placements dans des REER, dans des CELI. Les gains de capitaux, ça lui passe par-dessus la tête. Mais tu voyais toutes les propositions et la justification de l'article que je lisais, c'était tout le temps « ça n'affectera que les riches ». Ça n'affectera que les riches. Ouais, mais Biden fait la même chose aux États-Unis. By the way, la grande terre libertarienne américaine, on repassera. Là. Quand tu regardes les propositions qui sont faites par Joe Biden au niveau fiscal, tu fais « tabarouette ». Ça va être... Ils ne s'aident pas, là, des fois, les Américains. Puis nous autres, on est là à côté, puis on va y copier. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est comme dans la lignée des... il n'y a pas beaucoup de vérités universelles et intangibles. Genre 2 + 2 = 4, l'eau au bout à 100 degrés. Mais moi, j'avais proposé qu'on ajoute à la liste de ces vérités-là que tout argument qui commence par « la France l'a fait » soit déclaré nul et non avenu. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel tout le monde devrait s'entendre parce que c'est un argument que j'entends tout le temps. À chaque fois qu'il y a une idée de con quelque part, c'est oui, mais la France l'a fait. Moi, cet argument-là, je la déclare nulle et non avenue pour au moins les 100 prochaines années. Ça, je le range dans la section des vérités universelles et intemporelles. Ça a été déclaré ce matin. Il est 8h22. À 9h22. Hey, j'ai une question intéressante. C'est la première fois qu'on se fait poser ce genre de questions formulées de la manière suivante. C'est la première fois qu'on a une question intéressante. Tu dis, hey, t'es méprisant avec nos auditeurs. Non, mais... Langage guerrier.
Oui, le langage guerrier. Non, mais c'est la première fois que quelqu'un pose une question, puis c'est ouvertement admis que ça le concerne. Alexandre dit « Étant un entrepreneur en construction, souvent j'entends l'argument qu'il faut déréglementer l'industrie pour qu'elle devienne plus performante. On entend ça aussi dans d'autres domaines. Exemple, retirer des cartes de compétences, retrait des licences d'entrepreneur. Ma question est, veut-on que tout domaine soit déréglementé dans un modèle idéal? C'est quoi la limite? » Là, il dit « Désolé si je ne suis pas clair. » Non, non. Non, c'est très clair comme question. C'est très clair, ça. Je te dirais qu'il y a une justification pour certaines réglementations. Il faut juste que, puis ça revient à l'arbre de Geloso, c'est est-ce que vraiment il y a un problème? Puis des fois, c'est, OK, s'il n'y a pas de problème de la manière dont tu l'as dit, peut-être que le problème est plus précis, donc il faut que tu le raffines un tout petit peu. Dans le cas des... Par exemple, les cartes de compétences, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un problème si un charpentier joue dans l'électricité? Probablement que oui. Est-ce qu'il y a un problème qu'un charpentier pose la cloison sèche? Probablement que non. Ben, j'irais peut-être même un petit peu plus général que ça. C'est est-ce que, et puis généralement la règle, c'est pour la réglementation, le standard, c'est l'asymétrie d'information. Est-ce que moi, quand je te donne un service, j'ai une incitation très forte à te mentir sur la qualité du service que j'ai offert, de telle sorte que tout le monde va penser que toutes les autres personnes sont des menteurs. Donc, il y a moins de demandes pour ces services-là qui sont pourtant assez importants. Que tu n'es pas capable, à toute fin pratique, de distinguer les citrons des pas bons des bons. Ce qui est probablement souvent le cas des gens en construction. Tu sais, moi, personnellement, tu construis ma maison de A à Z, même si je viens inspecter le chantier à tous les jours. Tu ne peux pas savoir. J'ai aucune idée de savoir si ce que tu fais est correct ou pas. Un, j'ai pas le temps, puis deux, ça me dit rien. T'as-tu mis assez de clous? T'as-tu posé les bonnes couches? Faudrait que tu sois, mettons, un inspecteur en bâtiment chevronné pour le savoir. Oui, ouais, c'est ça le principe limitant. Puis non seulement ça, mais après ça aussi, c'est que comme principe limitant, il faut que tu vois s'il y a des solutions privées qui peuvent émerger. Donc, est-ce que, par exemple, l'exemple classique, c'est le marché des automobiles usagés, où est-ce que les vendeurs de chars usagés te vendent tout le temps. Donc, le marché des voitures usagées devrait être beaucoup plus petit que ce qu'il est. Ou dans le cas de l'article classique qui a parlé de ça, ne devrait pas exister. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Il y a des correctifs privés que le marché utilise, du signal, le carpool. Toutes les fois que tu achètes une voiture usagée, on te donne clairement qu'est-ce qui est arrivé au véhicule dans les dernières années. Exactement. Donc, il y a des majeurs de phénomène. Il y a une manière de faire du profit à donner de l'information aux consommateurs. Dans un tel cas, le problème n'est pas particulièrement criant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une justification, par exemple, que tu peux faire des réglementations sur, je ne sais pas comment le dire en français, mais liabilities. Donc, qui est responsabilité. Merci. Qui est responsable d'un méfait? Tu peux faire des réglementations comme ça. Mais si, mettons, on dit, par exemple, dans le cas de la construction, tu dis que tu veux certaines cartes de compétences, ça veut peut-être juste dire que tu devrais avoir une certification et c'est tout. Que tu as besoin de passer une certaine certification. Puis là, tu as une compétition pour les certifications. Puis là, on est capable de comparer un peu comme quand tu compares des gens qui ont des diplômes universitaires. Bien, quelqu'un qui est allé à l'université de Central Nebraska versus quelqu'un qui est allé à Harvard, il y a des bonnes chances que celui qui est allé à Harvard est mieux qualifié. Fait que tu te sers de la compétition dans la certification dans ce cas-là. Tu demandes la certification obligatoire pour faire tel métier, mais tu ne mets pas plus de barrières que ça. Là, tu te permets d'avoir... Fait que la question, c'est quoi la bonne réglementation? Je pense que les cartes de compétences, c'est too much. Ah, moi, je pense pas juste too much, c'est du protectionnisme syndical à côté. Moi, il me semble, le système de la manière, je me l'imaginerais, puis ça serait comme ça que ce serait. J'aimerais payer quelqu'un qui fait l'inspection du marché en plusieurs étapes, qui fait l'inspection de la construction plutôt en plusieurs étapes, pour s'assurer que chacun des gars ait fait leur job. Le gars qui a étudié ou pas dans le domaine, je m'en sac un peu, Christy, c'est de la construction. Il y a des affaires où est-ce que, oui, ça prend des connaissances plus élevées, définitivement l'électricité. Je pense que c'est assez évident là, que l'électricité, c'est majeur d'avoir une formation très spécifique. Probablement plomberie aussi, ne serait-ce que par l'étendue des dégâts qui peuvent causer ces deux domaines-là. Yep. Mais pour le reste, c'est des choses qui s'apprennent sur le tas. Que tu aies fait un cours avant ou pas, je m'en sac. Que tu aies une certification ou pas, je m'en sac. Par contre, j'aimerais ça payer quelqu'un
qui viennent inspecter à ma place la construction que je fais faire. Ouais. Ça, là, ça aurait une efficacité qui est beaucoup plus grande. Après ça, t'engages qui tu veux. Là. Fais ce que tu veux. Mais il va s'assurer qu'il y a assez de clous sur les 2x4. Il va s'assurer qu'avant qu'on ferme les murs, tout est correct. Il va s'assurer que l'électricité est correcte. Il va s'assurer que la plomberie est correcte. Puis là, tout est correct, oui, parfait. Il y a l'autorisation de fermer les murs. On ferme les murs. Ça, c'est la bonne façon de travailler parce que c'est directement aligné avec l'intérêt du consommateur. Mais il y a aussi un autre mécanisme en passant qui est super important que les gens ont tendance à oublier. C'est que si tu fais un service juste une fois, c'est pour ça que l'auto, ça pognait initialement comme exemple, c'est que tu n'achètes pas une auto aux 2-3 ans. Tu achètes une auto, le nombre de repeat buys n'est pas très élevé. Si tu as. Ça, c'est juste pour une personne. Mais si tu es capable de communiquer avec d'autres consommateurs vers qui est fiable, dans ce cas-là, c'est comme si tu avais de multiples repeat buys, mais par personnes différentes, parce que tous les gens qui communiquent entre eux sont comme l'équivalent d'un seul consommateur. Ouais. Dans ce cas-là, la réputation compte pour beaucoup. C'est pour ça que tu as des gens qui ont souvent leur contrat par bouche à oreille, donc tu connais-tu? Hey, écoute, regarde, j'ai ce chum-là, il est bon, là. Il va venir, il va pas. Puis non seulement ça, mais parce que c'est mon ami, puis toi, tu es mon ami aussi, ben s'il te faut, moi, je vais te pénaliser. Fait que je deviens un peu le policier de l'échange. Donc, tu as des mécanismes comme ça naturellement qui existent. Mais tu sais, ceux qui s'ajoutent, ça serait probablement des règles sur qui est responsable des méfaits et certaines certifications de base, mais au-delà de ça, c'est pas nécessaire de réglementer. On a 26 métiers différents à la construction au Québec. Je pense que peut-être qu'il y a une justification pour peut-être 5-6 métiers. Je me souviens que j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait convaincu que peut-être il y a un cas assez solide pour genre les électriciens. Il y en avait un autre que j'oublie, mais genre tout ce qui était électrique, il y avait une justification. Mais j'aurais tendance à dire un mécanicien d'ascenseur aussi, là, des choses comme ça. Ouais, des choses comme ça, mais il y en avait des trucs hyper techniques que là, un minimum de certification, c'était pertinent, mais que pour le reste des charpentiers, les autres pouvaient facilement se déplacer entre les métiers sans trop de difficultés. Donc, tu n'as pas besoin des 26 ou 27 domaines qui existent. Tu pourrais le couper à probablement 5, puis ça serait beaucoup mieux. Puis non seulement ça, mais même là aussi, il y a un autre truc qui est important, c'est que si tu avais moins de réglementation, peut-être que aussi la structure industrielle changerait. Donc, au lieu d'avoir des petites firmes qui pognent du monde, tu aurais des grosses firmes qui, elles, s'occupent de s'assurer que les travailleurs soient uniques. Donc, tu aurais une consolidation de l'industrie. Puis, tu aurais probablement des firmes qui sont plus efficaces parce que tu as des économies d'échelle. Présentement, peut-être que tu ne peux pas accéder à ces économies d'échelle-là, étant donné les réglementations qui existent. Donc, tu as une structure de coûts qui t'empêche d'exploiter la structure naturelle de tes coûts. Est-ce qu'il y a des économies d'échelle? Écoute, la plus grande inspection qui se fait ces chantiers de construction, c'est le gars de la CCQ qui passe sur le chantier pour s'assurer que les gars aient leur carte de compétence. Ouais, mais casse de sécurité, ça attend. Mais on n'a absolument pas l'impression que cette vérification-là est faite pour que le consommateur soit satisfait du produit qu'il achète. On a l'impression que c'est fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de voleur de job ces sentiers. Ces chantiers, pas ces sentiers. Puis il faudrait aussi ajouter un truc. Le gros des volumes, en termes de valeur, c'est des projets industriels ou des projets, pas des projets résidentiels comme toi puis moi, des projets commerciaux et industriels. Ceux-là, le client a tellement d'argent en jeu que le coût marginal de faire une inspection, de faire des efforts de supervision est minimal. Donc, ils le font très souvent. Donc, dans ces domaines-là, ce n'est pas très nécessaire. C'est surtout dans le résidentiel où le coût d'une inspection pour une personne, disons 200, 300 $, c'est beaucoup plus important que pour une firme. Disons 600, 700, Vincent. Là. Non, mais j'exagère, peu importe le montant. Pour une firme, disons, ils vont dépenser, mettons, 25 000. Sur un projet de 25 millions, 25 000 pour un inspecteur pour 2-3 mois d'équivalent de travail, c'est des pinottes, là. Fait que pour eux, marginalement, c'est moins coûteux que pour la personne qui fait faire une inspection d'une maison. J'ai déjà fait faire une inspection d'une maison, c'était revenu, mais c'était en 2011 que je l'ai fait. C'était revenu à 250. C'est rendu 1000 piastres. Mais c'est ça le chiffre que j'avais, ça a augmenté en crise.
C'est sûr que c'est sûr que tu peux sûrement pouvoir faire affaire avec différents types il doit y avoir une qualité là-dedans. Là. C'est sûr aussi que je pense que l'inspecteur m'a peut-être chargé moins cher parce que son bureau était littéralement à un bloc de la maison que je faisais inspecter. Fait que probablement que ça ne l'a pas dérangé de me charger un peu moins cher. Oui, j'imagine. Mais tu sais, tu as la réglementation, mais tu as aussi un affaire dont on parle moins souvent. Je n'ai parlé avec Yann en privé de ça, mais je ne l'ai pas compté dans le podcast. C'est les programmes que le gouvernement met sur place qui sont littéralement des mécanismes qui font jumper les prix de manière qui n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de verre là-dedans, ces programmes-là. Ben, tu sais, nous autres, la maison qu'on a achetée, moi et ma blonde, le sous-sol, c'est un sous-sol pas fini, tu sais. Donc là, si on veut le finir éventuellement au fil du temps, on veut l'isoler pour pas que il fasse froid, parce que l'hiver, là, quand tu es sur le béton, le froid rentre. Fait que là, on s'informe un peu à toutes sortes de compagnies. Puis bon, on arrive à la conclusion que le polyuréthane, ce serait une bonne solution dans notre cas, étant donné la dimension puis comment c'est arrangé dans le sous-sol. Puis il y a un gars qui vient, en fait, il y a plusieurs personnes qui viennent et tout le monde m'a expliqué la même affaire. Est-ce que, monsieur, vous voulez faire affaire avec le programme Renault Climat? Pourquoi? Ça change quoi? Ben, dans le fond, le Renault Climat, c'est un programme que le gouvernement du Québec a fait. Ça, c'est t'améliores l'efficacité énergétique de ta maison, puis on te donne une subvention. Fait que là, mettons, tu fais réisoler ton sous-sol, tu enlèves ton vieux poêle à bois pour mettre une thermopompe, ce genre de truc-là, puis il t'envoie un chèque. Sauf qu'il y a une affaire là-dedans, c'est que les normes que Renault Climat a mis pour que tu puisses avoir accès à l'argent sont tellement élevées que ton projet de rénovation te coûte beaucoup plus cher. Donc, tu reçois, mettons, 800$ de subvention, mais en réalité, ça t'a coûté 3000$ de trop. Et ce qu'il me disait, c'est que normalement, là, mettons un bâtiment, là, puis il dit ça fait 35 ans. Un des gars me disait ça fait 35 ans que je fais ça. Là. Pour isoler comme il faut une maison de ce type-là, là, pour pas que le froid rentre puis l'humidité rentre, tu as besoin, on va dire, d'une épaisseur X de gel isolant, là, de polyuréthane ou de panneaux isolants. Tu aurais besoin d'une telle épaisseur pour arriver à un standard X. Là, ils appellent ça R quelque chose. Là. Donc, R17, R20, etc. Et passer un certain stade, ton gain, là, dans le fameux 80-20, là, il est marginal. Il est extrêmement marginal. Fait que, pour passer, on va dire, chiffre fictif, d'être isolé à 95% à 100%, il va falloir que tu investisses beaucoup, beaucoup d'argent, puis que tu mettes beaucoup plus de matériel isolant, mais ton gain, en fait, d'énergie, il va être ridicule. Là. Tu vas sauver 4$ d'hydro par année avec ça. Alors qu'en réalité, toi, tu passes du bloc de béton à de l'isolation. Déjà là, c'est un gain qui est phénoménal. Puis le gain, il dit, tu sais, si on amène ça au code du bâtiment, qui est déjà très élevé, ça pourrait être même moins que ça, tu as un certain gain. Mais si tu veux aller au programme qui va te donner ton chèque, là, il faut dépasser ce qui est raisonnable, aller au niveau qu'eux ont décidé arbitrairement, on ne sait pas trop pourquoi. Puis là, tu vas avoir, mettons, un chèque de 800$ ou de 1000$, mais moi, je vais t'avoir chargé 3500$ de trop. Mais tu vois, une affaire que je pense qui serait bien plus simple que d'avoir un code du bâtiment, puis c'est vraiment extrême ce que je veux dire, c'est juste de forcer les gens à acheter de l'assurance pour tout bâtiment qu'ils occupent. Dans ce cas-là... C'est déjà pas mal ça, Vincent. Mais il y a peut-être une couple de personnes qui ne prennent pas d'assurance. Non, mais le seul moyen de ne pas avoir d'assurance, c'est de ne pas avoir d'hypothèque. Non, effectivement, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, effectivement, mais si tout le monde a de l'assurance, en fait, ça veut dire que le problème est déjà pas mal réglé. Les bases de régler le problème sont déjà là. C'est que les compagnies d'assurance ont vraiment les meilleures manières de figurer c'est quoi, parce que la quantité d'argent qui est en jeu, c'est quoi le bâtiment optimal? C'est quoi l'optimum des caractéristiques pour gérer, voyons, les coûts sociaux d'un bâtiment? C'est-à-dire les risques de feu, les risques d'accidents, les risques... Autrement dit, pour prendre un exemple concret, ce que tu veux dire, c'est que la compagnie d'assurance est pas mal mieux placée que le gouvernement pour te dire voici quel type de poêle à bois, mettons, est fonctionnel et non dangereux, plutôt que la ville de Montréal autour d'une table. En fait, Yann pourrait le savoir. Ça marche déjà comme ça, les gars. Si vous parlez à n'importe qui, dans le fond, qui va avoir à acheter de l'assurance pour une maison, va dire OK, c'est quoi le type de chauffage? Et ensuite, là, si tu arrives poêle au bois, OK, parfait. C'est quoi le poêle au bois? C'est quoi exactement? Puis là, quand tu arrives, tu dis, il y a des gens qui vont vivre une situation où est-ce que, refus. Là, tu dis, t'as peu, là, comment ça, tout le monde me refuse? Ben, c'est ton Christy de poêle au bois, ils veulent rien savoir de ça. Puis là, finalement, il y en a un qui dit, OK, oui, mais. OK, c'est quoi le mais?
ben c'est quoi, il y a quelle distance par rapport au mur, tout ça, tu poses une couple de questions, puis là, eux autres vont peut-être accepter. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais, c'est quoi le mais? On va envoyer quelqu'un voir. Des gens qui vont aller faire une inspection directement pour dire OK, ça c'est correct, ça, c'est pas correct, il est trop collé sur le mur, tout ça, on n'assure pas. Fait que les gens qui disent, le client qui se rend compte que hey, je suis même pas capable d'acheter de l'assurance pour mon système, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il change. Il va changer son système de chauffage parce que ça marche. Puis s'il ne prend pas d'assurance, eux, ils en rajoutent là, par-dessus ça. Là, c'est le bout parce que toi, mettons, tu te fais t'informer à ta compagnie d'assurance, ils vont te dire oui, parfait, il est homologué, ton poêle, il est réglementaire, il y a quelqu'un qui est venu. Je le sais, on l'a fait chez nous dans la maison. J'ai fait venir quelqu'un pour ramoner la cheminée, installer une gaine, réparer tout ce qu'il y avait à réparer pour que tout soit conforme. Ouais. Tout est correct. Mais je ne suis pas à l'abri, moi, que dans 2 semaines, le maire de Lévis pète un gasket et décide que là, ça ne marche plus. Il faut que ça soit comme ça. Moi, j'ai tout fait ce que je devais faire. Mais je ne suis pas à l'abri que la municipalité ou le gouvernement pète un plomb et décide que ce que tu as fait, ça ne vaut rien. Maintenant, il faut que tu fasses ça. OK, mais tu vois que l'assurance, en gros, ce qu'on vient de déterminer, c'est que l'assurance règle pas mal le problème qui est lié à la consommation privée. La question qui reste pour la justification de la régulation, c'est est-ce qu'il y a une externalité? Donc, est-ce qu'il y a certains comportements que les compagnies d'assurance se fichent complètement, qui n'ont aucune incitation à gérer? L'environnement, Vincent. Mais là, la question dans ce cas-là, c'est quoi la bonne mesure? Est-ce que c'est plus coûteux de demander aux gens? Donc, la prémisse, donc, disons, du truc Renault-Climat, c'est que la génération d'énergie, la consommation d'énergie génère des gaz à effet de serre que les compagnies d'assurance n'ont aucune incitation à combattre. Ça n'affecte pas leur marge de profit de manière significative pour faire des efforts en ce domaine-là. Par contre, l'État pourrait dire, ben là, il y a trop d'énergie consommée, il faut réduire la quantité. Ben, c'est quoi la manière la plus cheap de réduire la quantité? Fitzgibbon. C'est quoi la manière la plus cheap de réduire la consommation au niveau socialement optimal? Ta gueule, Vincent, il y a une limitation en préparation. Là. Oui, non, je cherchais le. J'étais face à Frank, j'étais là, je dis une imitation en préparation, les amis. Mais la quantité, tu vas avoir la quantité optimale, c'est quoi la manière la plus cheap? Est-ce que c'est de faire le truc Renault-Climat où tu payes les gens 800$ pour faire l'investissement pour que la consommation d'énergie baisse, donc tu augmentes l'efficacité énergétique, ou est-ce que tu fais juste passer une taxe à la consommation d'énergie qui internalise l'externalité? C'est quoi la manière la plus simple de régler, la moins coûteuse de régler le problème? Puis je te garantis que la justification de Renault-Climat, ça serait bien mieux de juste dire on va arrêter au Québec de mettre le prix de l'énergie comme on a fait depuis les années 1960, depuis qu'on a nationalisé, de mettre le prix au niveau du coût marginal ou même de privatiser pour qu'il y ait de la compétition dans la génération au minimum d'énergie. Ben, dans ce cas-là, tu fais juste passer une taxe sur ça. Non, mais ça, fait pas d'affaire de même. Je suis pas en train de dire que je défends ça. Je suis en train de dire que ça, c'est la justification minimale défendable. T'as déjà une taxe Geloso à ton nom, là. Essaye pas d'en avoir une deuxième. Mais de toute façon, les incitations sont déjà là. C'est-à-dire que ta maison mal isolée, là, elle te coûte une fortune en énergie. Donc, l'incitation est déjà là pour que tu fasses ces modifications. Je suis d'accord, mais là, regarde comment est-ce qu'on a fait la personne en plus. Je comprends ce que tu fais quand tu dis je veux internaliser une externalité. Mais Christy, Vincent, s'il te plaît, pas dans mon podcast. Donne-lui pas des idées, sacrément. C'est vrai, il ne faut pas qu'on leur donne des idées parce qu'ils ont fait les ananas de la Côte-Nord là, depuis que... Je pense que Pierre, il nous écoute. Il s'est dit, si Frank pouvait imiter Pierre Fitzgibbon qui dit « c'est une bonne idée, ça. » Les ananas de la Côte-Nord, c'est une bonne idée, ça. On pourrait donner au moins 500-600 milliards pour ça. En gros, l'idée, c'est que le code du bâtiment, je pense vraiment que c'est probablement de toutes les réglementations qu'on a, celui qui est la plus inutile et la plus coûteuse parce que tu forces les gens à faire des investissements qu'ils n'ont pas besoin de faire et qui sont probablement pas optimales. Puis tu augmentes le prix des maisons au net pour les gens ou le prix de la maintenance d'une maison. Une des raisons pourquoi on a de la misère avec un marché libre totalement sans réglementation, c'est qu'on dirait qu'on a une intolérance à la médiocrité profonde, dans le sens que il y a une chose qui est sûre, si tu libéralises un marché, il va y avoir des compagnies tout croche qui vont construire des maisons tout croche, puis ça va être des fiascos architecturaux. Tout le monde comprend ça, là, ça va arriver. Mais on dirait qu'on a une intolérance à tolérer même ce petit 2 ou 3 % là
de cochonneries qui seraient construites sur le marché. Puis on se dit, ben parce qu'on veut éviter ces cochonneries-là, on va réglementer tout, pour s'assurer que ça n'arrive pas. Tu sais quoi qui est le pire? C'est que d'un coup, tu as réglementé tout, tu as quand même des citrons après. Ouais, mais tu sais. On a mis la réglementation pour contrer ces citrons-là, puis même après ça, tu as quand même des citrons qui arrivent, parce que quand tu demandes à un crosseur de contourner une règle, il lève la main présent, ils savent comment faire contourner les règles. Les crosseurs, c'est des crosseurs. Là. Mais ils existent. C'est paradoxal, cette affaire-là, excuse-moi, là, parce que en même temps que tu veux mettre plein de règlements, parce que si les gens faisaient les choses eux-mêmes, ce serait tout croche, ce serait dangereux, puis ce serait ci, puis ce serait ça. Mais Christy, les bâtiments les plus protégés sont des bâtiments patrimoniaux qui à peu près personne qui avait de compétences pour construire à l'époque. C'était tous des gens qui faisaient eux-mêmes en sciant des bouts de bois dans leur cour. Puis tu visites des maisons centenaires, là, tu vas en voir des trucs croches. Mais Christy, les trucs croches, tu es obligé de les laisser de même parce qu'il y a des règlements municipaux qui t'obligent à préserver l'intégrité du bâtiment. Puis ouais, non, ça, il faut que ça soit remplacé par de quoi de pareil. Tu sais, fait que moi, je trouve ça très hypocrite là, comme manière de voir les choses. On s'extasie devant des vieilles maisons croches de 1825, mais toi, si tu voulais faire la même affaire avec une maison neuve, on dirait hey, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça, un cadre de porte de cette hauteur-là, il faut absolument que ça soit comme ça. Ça, c'est pas réglementaire, ça, il faut que tu mettes ça comme ça. Puis, mais d'un autre côté, ces trucs-là, c'est comme des chefs-d'œuvre patrimoniaux qu'il faut absolument préserver, conserver. La prison d'Anticosti. Je veux dire, d'après moi, si tu vas visiter des maisons dans le Vieux-Québec, il n'y a pas grand-chose qui a été construit selon des normes. Les gens, ils suivaient comment ça se faisait à l'époque. Il n'y avait pas de carte de métier. Les gens apprenaient par apprenti, en étant apprentis d'un maçon qui était là ou d'un Mon arrière-grand-mère a construit sa maison elle-même. D'ailleurs, les systèmes d'apprentis aussi, ça fonctionne très, très bien. Ben oui. Si tu n'as pas un système de guilde, l'apprenti... puisqu'il est lié à la réputation du maître, le maître a intérêt à ne pas prendre quelqu'un, parce que lui, ça affecte ses clients à lui. Tu as des mécanismes privés. La question, c'est un peu, est-ce qu'il y a un vieux jugement du 18e siècle en Angleterre que j'aime bien gros, c'est quelqu'un qui défendait une réglementation sur les gens qui faisaient du recouvrement de chaises. C'est pas une joke. Il y avait des restrictions pour entrer dans ce métier-là. Puis quand il y a quelqu'un qui a contesté l'existence de cette réglementation-là, le juge a dit non, ça existe, cette réglementation-là n'est pas justifiée. Puis quelqu'un a dit oui, mais l'intérêt du public, le gars, il répond incompetence is its own cost. Que l'incompétence du fabricant est suffisamment importante pour réguler. Le coût de l'incompétence du fabricant est suffisamment important pour générer l'autodiscipline. Un marché régulé que j'ai toujours trouvé complètement ridicule au Québec. Parlez à n'importe qui a une compagnie d'entretien ménager. Okay? Vous avez le contrat les soirs pour aller passer à balayeuse à la Banque nationale, laver le plancher, changer le papier de toilette. Okay? C'est quoi de plus basic que ça? Je regarde pas le monde qui font cette job-là de haut, loin de là. Mais c'est simple. Okay? Ta formation là, pour travailler pour une compagnie d'entretien ménager, ça doit se résumer à es-tu capable de marcher? Là? Les salaires sont réglementés par décret gouvernemental. Tu me niaises. À ton avis? Voyons. Mais c'est quoi la justification de ça? Il y a eu un lobby un moment donné, il a mis pression, je sais pas. Mais les salaires sont entièrement régulés par le gouvernement directement par décret. Je pense qu'il y a des endroits que le salaire des coiffeuses est réglementé par décret, mais c'est pas partout au Québec. Je pense que les coiffeuses de Gatineau, quelque chose comme ça. Gatineau. C'est-tu des bizarres, eux autres? Après Montréal, c'est Gatineau, hein, les pires. Oh, je pense qu'ils sont pires encore, honnêtement. Ah, tabarouette. C'est bien gratuit comme. J'accepte le Montréal bashing, là, comme Montréalais. Je comprends le complexe d'infériorité, mais Gatineau... C'était pas un Montréalais, c'est Saint-Lambert que tu ça fait partie de Montréal. Ben non, en fait, c'est le trône de l'île de Montréal. C'est encore mieux que Montréal. Non, mais la raison pour laquelle... Pourquoi Gatineau, Ben? C'est quoi ton problème contre Gatineau? Excuse-moi, tu ouvriras la presse, tu liras les chroniques de l'ancien maire de Gatineau, tu vas tout comprendre. Oui, mais dans ce cas-là, je veux dire, je peux lire les chroniques de l'ancien maire de Québec et être tout aussi horripilé. Oui, mais à Québec... J'ai pas dit que c'était mieux. OK, non, c'est bon. J'ai vu la fausse équivalence que j'ai faite. Frank a raison. Mais là, je m'excuse, là, mais à Gatineau, ils contrôlent le salaire des coiffeuses par décret gouvernemental. Si je suis dans le champ, si j'ai pas raison, dites-moi là, mais il me semble que je suis pas mal sûr de ma shot. Écoutez, avant qu'on passe sur...
Avant qu'on passe à la partie Patreon, puis Yann doit partir pour aller faire je ne sais plus trop quoi, je vais prendre la dernière question qui est vraiment une question sérieuse, qui est William qui la pose et Yannick Alexandre demande des preuves. La question est la suivante. Est-ce que Vincent Geloso a déjà eu des cheveux? Les gars, oui, attendez. De quelle couleur? Québec précise que les conditions de travail de 694 artisans coiffeurs sont visées par ce décret en Outaouais. Chaque coiffeur touché pourrait perdre jusqu'à 2 900 $ par année, stipule le document. Le salaire des coiffeuses en Outaouais est évalué à 21 260 d'après une analyse du ministère du Travail. 21 000? Ben écoute, c'est sûr qu'il gagne moins que 30 000. En haut de 30 000, il faut que tu payes des taxes. Puis il y a du noir en Christine en coiffeur. Non. Non? C'est bien ça? Mais tu vois, c'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue. Mais ça faisait le pont avec la question justement de Williams, à savoir est-ce que Vincent a déjà eu des cheveux et est-ce qu'on a une preuve de ça? Tu peux trouver sur mon Facebook, il y a une photo en quelque part de moi avec des cheveux. Ça doit dater de longtemps, si bol, parce qu'il me semble d'avoir vu... 2005-2006. Écoute, en 2020, on parlait d'abolir ce décret gouvernemental-là en Outaouais. En fait, le titre de l'article que je lisais, le coiffeur en Outaouais, le testament du comité paritaire. Il parlait d'enlever ça, autrement dit. Juste le nom. Comité paritaire. Juste le nom, ça fait-tu bullshit? Ça m'a donné mal au cœur, ce nom-là. Hey, sur ça, les amis, je vous laisse. Ayez du fun. Oh my God. Chris de Yann, il nous met ça de même, mais il s'en va. Ouais. Fait qu'avant le Patreon, oui, j'ai déjà eu des cheveux, puis ils étaient bruns, puis c'était 2005 ou 2006, la dernière fois que je les ai vus. Ben ça, je pense que c'est de famille un peu. C'est génétique, ça, je pense. Le fait Chez nous, non, tout le monde a des super belles coiffeurs. Je suis vraiment le seul qui les a perdus super tôt. Même du côté de ma mère, les hommes du côté de ma mère ont des crinières exceptionnelles. OK. Il y a beaucoup de légendes, pas de légendes urbaines, mais de croyances là, par rapport à ça. Puis honnêtement, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Il y a une coiffeuse qui m'avait déjà dit que les gens qui grisonnent très tôt gardent leurs cheveux aussi très longtemps. Les hommes, là. Donc, c'est vrai, mais mettons, tu vois un gars de 25-30 ans qui commence à avoir les cheveux très gris. En général, il ne fera pas de calvitie plus tard. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la légende qu'on racontait. Écoutez, on continue avec d'autres questions des auditeurs parce qu'il y en a quand même plusieurs, malgré que j'ai mis le post hier. On est rendu avec une assez grosse communauté pour se permettre de ne pas se mettre un mois à l'avance. Fait qu'on va continuer dans la partie Patreon. Puis en plus, vu qu'Yann n'est plus là, il ne pourra plus interrompre. On va pouvoir être sérieux. C'est ça, on va pouvoir être sérieux.